Bonsoir à tous. J'ai l'immense privilège et l'honneur de démarrer cette session d'art oratoire. Je n'étais pas le premier sur la liste. Je me suis retrouvé sur la liste par concours de circonstances. Si vous sentez un peu de stress, vraiment, essayez de m'en épargner. Alors, comme ça a été dit, je suis Stéphane Yenea. Je suis le dernier d'une famille de 6 enfants. Et je me suis posé une question que je veux vous poser. En quoi notre vie peut avoir un sens si elle ne laisse pas un écho après que nous soyons partis? Cet écho peut être un écho de plusieurs valeurs. Valeurs d'intégrité, valeurs d'humilité, valeurs de sagesse, valeurs d'intelligence ou valeurs même d'humilité. Je vous présente mon père, M. Jules Yenea. J'ai passé les 4 dernières années, comme il a été dit, à faire un documentaire sur lui, que j'ai produit moi-même et que j'ai réalisé. Et au cours de ces 4 dernières années, j'ai véritablement fait la rencontre, pas de papa, mais de Jules Yenea. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que ce documentaire est parti d'un événement tragique qui est arrivé dans ma vie. Cette photo représente l'incendie qui a dévasté la maison familiale 3 ans après le décès de mon père, le 5 septembre 2020. Ce jour-là, notre vie a basculé parce que tout ce que le temps avait lentement laissé, les discours de papa, les œuvres de l'esprit de papa, les photos de papa, les vidéos de papa sont partis en fumée. Toutes les traces d'une vie sont parties en fumée. Et c'est face à l'urgence de pouvoir préserver ce qui restait de lui que m'est venue l'idée de faire ce documentaire. Lorsque j'ai commencé ce documentaire, j'ai réalisé quelque chose. Nous avons tous un devoir de mémoire envers ceux qui nous ont précédés. Pour moi, je considère que c'est un cycle perpétuel de conservation et de transmission intergénérationnelle inhérent même au concept de société. Parce que pour moi, lorsqu'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'histoire. Et lorsqu'il n'y a pas d'histoire, une société est appelée à disparaître. Ce voyage initiatique de ce documentaire m'a fait rencontrer Jules Yenea, l'homme public. Mais la première des choses qui m'a marqué, c'est la précarité extrême dans laquelle il est né. Voici son village, à 600 km de la Côte d'Ivoire, dans la sous-préfecture de Tabou. Son village s'appelait Grabo. C'est une photo qui date des années 60. Voilà où il a grandi, voilà où il est né. Et pour vous illustrer l'extrême pauvreté dans laquelle il a vécu, je vais vous laisser l'écouter. S'il vous plaît, soyez attentifs à ce qu'il dit. Parce que les parents, quand ils partaient au champ, ils nous laissaient parfois un tubercule que nous préparions pour déjeuner. Ou alors, ils laissaient une chair de riz qu'il fallait piler, recueillir les brisures, les préparer pour pouvoir manger à midi avant d'aller à l'école. Bon, nous étions en pleine guerre en 1945. Et nous allions à l'école tous nus, comme Adam et Ève. J'étais bon élève. Du CP1 au CM2, j'étais premier de ma classe. Au CP1, lorsque j'ai été premier, j'ai reçu un short. C'était mon premier short qui me permettait de m'habiller. Voilà quelqu'un qui, lorsqu'il est né, n'a jamais eu à porter un habit. Et il a fallu qu'il soit premier en classe pour porter son premier short.
C'était dans les années 30, milieu quarantaine à peu près, puisqu'il parlait de la Deuxième Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelles étaient les origines des valeurs que notre père a passé son temps, toute sa vie, à nous inculquer. Courage, détermination, abnégation, travail, excellence. Parce que partir d'où il est parti pour se retrouver à 32 ans dans le gouvernement du président Félix Houphouët-Boigny, à 32 ans, secrétaire d'État aux affaires culturelles en 1971, puis ministre de la Culture à partir de 1975. Le tout premier, il faut le faire. Il ne l'a pas eu facile, parce que si tu n'as pas porté d'habit jusqu'à que tu sois en premier de classe au CP1 et que tu te retrouves ministre, il y a un certain nombre de valeurs que tu as eu à développer pour pouvoir te retrouver là. Voilà mon père, c'est papa. Mais il ne s'est pas arrêté là, parce que pendant qu'il était ministre, il n'a pas fait qu'être ministre. Il a porté toute la politique culturelle de Côte d'Ivoire. Il est à l'origine de l'INSAC, qu'on appelait l'INA, l'Institut national des arts. Il est à l'origine du ballet national qu'aujourd'hui le chorégraphe Georges Momboy utilise pour faire des chorégraphies. Il est à l'origine du lancement de la carrière de plusieurs artistes qu'on connaît en Côte d'Ivoire, notamment Léonard Grogué, Biti Moro, Souleymane Koli, Thérèse Taba, Sidiki Bakaba et Bokana Maïga. Voilà papa, c'était lui. Mais il ne s'est pas arrêté là, puisque à sa sortie du gouvernement en 1977, le président Houphouët-Boigny décide d'ouvrir une ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal, et c'est lui qui choisit d'emmener au Sénégal. Donc papa devient en 1977 le premier ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal, avec pour fonction aussi des pays comme la Mauritanie, le Cap-Vert et la Gambie. Donc ces photos que je vous présente sont des photos qui vous montrent le parcours qu'il a eu à avoir au Sénégal, puisqu'il y a été pendant 20 ans et a été le doyen du corps diplomatique pendant toute cette période. Il a traversé tous les régimes, il a traversé tous les présidents de Senghor jusqu'à Abdoulaye Wade. Pourquoi je vous montre ces photos? Je vous les montre parce que je veux que vous puissiez comprendre d'où il vient et où est-ce qu'il est allé. Atteindre les sommets de l'État, se retrouver avec des hommes d'une notoriété internationale et mondiale, comme Nelson Mandela, le pape Jean-Paul II ou alors encore Yasser Arafat. Mais pendant que nous vivions dans cette atmosphère au Sénégal, pendant que nous grandissions dans une atmosphère faite de privilèges et d'avantages, avec une grande maison, avec une piscine et plusieurs voitures, il voulait nous garder les pieds sur terre en nous faisant comprendre que tout ça n'était qu'éphémère. Et l'anecdote la plus probante qui illustre ce que je suis en train de dire, je vais vous la faire. J'avais à peu près 8 ans ou 9 ans et on partait à l'école avec le chauffeur, puisqu'on avait un chauffeur, nous tous les enfants, pour nous déposer à l'école. Et une de mes sœurs, dont je ne vais pas citer le nom ici, sans doute faisait sa crise d'adolescence. Et elle était très turbulente. Elle posait toujours des problèmes à l'école. Elle posait toujours des problèmes aux parents. Et un jour, notre père nous a rassemblés dans le salon et il nous a tous dit, le meilleur héritage que je peux vous laisser, c'est votre éducation. Le meilleur héritage que je peux vous laisser, c'est votre éducation. Et il s'est adressé directement à ma sœur et il lui a dit, tu as tous ces privilèges, mais si tu continues, tu vas prendre le bus public pour partir à l'école. Je pensais qu'il s'amusait. L'année qui a suivi, ma sœur se retrouvait à l'arrêt de bus tous les matins pour aller prendre le bus. Et j'ai souvenir des bus au Sénégal qui étaient toujours penchés parce qu'il y avait toujours plus de monde que le bus ne pouvait contenir.
Et tout le quartier, un quartier résidentiel où habitaient des ministres et des ambassadeurs, se posait des questions de savoir, mais comment est-ce que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire peut laisser sa fille prendre le bus pour aller à l'école, alors qu'ils ont plein de voitures dans la maison et qu'ils ont plusieurs chauffeurs. Mais ça, ce n'était pas le problème de papa. Parce que papa partait à l'école nu. Et il a donné l'opportunité à sa fille de partir à l'école en voiture. Ben pour moi, en fait, c'était comme si, en la laissant prendre le bus, c'est comme s'il la laissait partir à l'école nue pour qu'elle puisse comprendre les conditions dans lesquelles lui est parti à l'école. Et donc, c'est avec ce genre de valeurs-là que nous, on a grandi. Et puis, 20 ans plus tard, papa rentre définitivement de sa mission au Sénégal, mais juste avant de partir du Sénégal, à travers le documentaire, j'ai pu faire l'expérience de son altruisme et de son sacrifice de soi. Parce qu'au moment où nous devions partir du Sénégal, selon les témoignages que j'ai recueillis, il aurait reçu la proposition d'un poste dans un organisme international à Vienne, où il allait être vraiment très bien payé et où il allait avoir plusieurs challenges intellectuels, etc. Et de ce que j'ai appris, c'est que papa a refusé ce poste pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire et tracer les sillons du développement de sa région, qui était complètement ostracisée du développement. S'il y a une chose que je peux dire, c'est qu'il avait un amour inconditionnel pour sa région et ses parents. Et sa décision de ne pas continuer au niveau international et de pouvoir rentrer pour pouvoir créer la mairie de Grabo, dont il a été le premier maire. Je me suis même dit décidément, partout où papa passe, il est premier, à la culture, à Dakar, et ensuite premier maire. Mais ce n'est pas tellement le fait de pouvoir décider de pouvoir aller travailler pour sa région, mais c'est les conditions dans lesquelles il le faisait. Voici la route pour aller à Grabo. Dès que tu dépasses Tabou, voilà la route que tu prends pour aller à Grabo. Et il le faisait au moins 2 à 3 fois chaque mois. Chaque mois. Ça, c'était sa voiture personnelle que j'ai retrouvée dans les archives. Et à Grabo, il n'y avait rien. Grabo n'était pas relié au réseau électrique national, donc il y a mis un groupe électrogène. Grabo n'avait pas d'eau courante, il a mis un château d'eau. Grabo n'avait pas de centre de santé, il y a construit un dispensaire. Grabo n'avait pas d'école secondaire, il y a construit une école secondaire qui porte son nom et qui se nomme le lycée Julien Néa de Grabo. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Et pourquoi est-ce que j'ai fait ce documentaire? Pour 2 raisons. Première raison, c'est que cette photo à gauche me montre avec lui, mais c'était une façon d'illustrer les valeurs que papa nous a léguées et qui m'a fait passer et que j'essaye de faire passer à mon fils. C'est juste à côté, sur la photo. Mais c'est aussi pour ne pas laisser disparaître de la mémoire collective des bâtisseurs du pays, ceux qui ont été autour du président et qui ont travaillé et que personne ne connaît. Pour moi, c'est important, à travers ce documentaire, de pouvoir leur faire un clin d'œil. Et à travers ce que je suis en train de faire, c'est que je passe le flambeau via une transmission intergénérationnelle à mon fils et à mes petits-enfants et à peut-être mes arrière-petits-enfants, si Dieu le veut, mais aussi à toute la Côte d'Ivoire. Mais je ne m'arrête pas là, parce que je veux faire sortir de la Côte d'Ivoire, ou plutôt de Grabo, les petits Julien Néa. C'est dans ce cadre-là que j'ai décidé de lancer la fondation Julien Néa, qui a pour premier objectif de réhabiliter ce lycée moderne qui n'a jamais fini d'être construit, où il n'y a pas d'adduction d'eau et où il n'y a pas de toilettes. Les conditions d'apprentissage dans cette école sont extrêmes. C'est pourquoi le taux de décrochage à Grabo est très élevé et que, quand on y va, on rencontre des jeunes filles qui, à 12-13 ans, arrêtent d'aller à l'école et tombent enceintes. Cette année, le taux de réussite au BPC était de 33%, plus bas que la moyenne nationale. Mon objectif, c'est de pouvoir lever des fonds à travers la fondation pour pouvoir aider ce lycée qui porte le nom de mon père. C'est une façon pour moi
de perpétuer sa mémoire, parce que pour moi, les morts ne meurent jamais. Quelqu'un reprend ce qu'ils ont déjà entamé. À présent, je vais m'adresser aux jeunes qui sont dans la salle. Ce message est pour eux. C'est un des messages du docteur Miles Monroe que j'apprécie beaucoup. Ton emploi est ce pourquoi tu as été formé. Ou je dirais, est ce pourquoi vous serez formé. Votre œuvre est ce pourquoi vous êtes né. Votre emploi sera basé sur vos compétences acquises, mais votre œuvre sera basée sur le talent et le don reçu de Dieu. Vous pourrez être limogé de votre emploi, mais vous ne serez jamais limogé de l'œuvre que vous avez à accomplir. Vous pourrez prendre votre retraite de votre emploi, mais vous ne serez jamais à la retraite par rapport à ce que vous avez à accomplir. Lorsque vous découvrirez votre œuvre, vous ne serez plus jamais un employé de votre vie. Mon père a fait ses études pour être professeur d'histoire géo. Il a été professeur d'histoire géo que 2 ans de sa vie. Tout le reste de sa vie, il n'a fait qu'à accomplir l'œuvre pour laquelle il était venu sur Terre et pour laquelle il est parti. Je souhaite que cela puisse résonner dans votre esprit. Si cela est fait, pour moi, je considère que j'aurais été éco-responsable. Je vous remercie.